Avant de démarrer le retour des ateliers, on voulait, puisqu'en fait ce genre de rassemblement est assez rare, on voulait profiter de la présence de tout le monde pour donner la parole au réseau du cinéma itinérant qui viennent de porter sur les fonds baptismaux de nouvelles associations ou fédérations, associations régionales. Donc voilà, je vais leur laisser la parole pour vous en dire un petit mot. Bonjour tout le monde, donc Anne Lida, donc moi je dirige Cinéligue Hauts-de-France. On couvre le Nord et le Pas-de-Calais en cinéma itinérant. Bonjour, je suis Simon Chameau, je fais partie de Cinéligue, mais du coup je coordonne la nouvelle association régionale des cinémas itinérants. Aurélie Pathé pour les fédérations des MJC. On a 2 cinémas itinérants au département de l'Aisne et de la Somme et une toute petite salle fixe à 93 places en très grand milieu rural, à Doulan. Bonjour, Cédric Fizet, je suis directeur de Ciné Rural 60, circuit de cinéma itinérant dans le département de l'Oise. Merci à la Chambre d'eau de nous laisser un petit moment. En fait, on a décidé de créer cette association régionale après 2 ans de rencontres et de coopération entre les uns et les autres sur donc l'ensemble des 4 départements des Hauts-de-France, avec l'idée de qualifier l'ensemble des activités, de couvrir mieux encore qu'on ne le fait les 200 et quelques points de projection qu'on a tous ensemble en milieu rural, et de qualifier nos activités notamment en éducation à l'image et en coopération avec les médiathèques des territoires sur lesquels nous travaillons. En fait, on représente des grosses équipes tous ensemble, et donc on est fiers d'annoncer à tout le monde que ça y est, nous avons créé cette association régionale. C'était donc le 15 mai dernier, et nous l'avons lancée officiellement à Auquesnois, donc pas très loin de Laon, parce qu'on était sur le sud du Nord, le 23 novembre dernier. Voilà. Donc c'était juste une petite annonce avant de passer la parole au rapporteur des ateliers de ce matin. Merci à tous. Voilà, on se donne 10 minutes par retour d'atelier, plus après un petit temps d'échange avec la salle. Donc le premier atelier, c'est celui sur la participation et la mobilisation des habitants. Alice et Mélanie. Oui. On espère déjà qu'on va être assez exhaustif par rapport à tout ce qui a été dit, puisque les échanges ont été assez riches. En fait, on a commencé, nous, l'atelier par refaire un petit point de définition des termes, parce que ça peut peut-être toujours donner des idées, de voir un petit peu tous les sens que recouvrent les mots. Donc on a commencé par redéfinir le mot mobiliser, participer, et en redonnant cette attention particulière qu'on avait eue de choisir le mot d'habitant plutôt que de public. Parce que comme tu disais, Vincent, il y a ce côté très frontal quand on parle d'un public, alors que dans l'acception d'habitant, il y a cet aspect de voisiner, de faire ensemble qui n'est pas forcément présent dans le mot de public. Je continue donc. Pour mobiliser, il y a cet aspect d'affecter. Alors à la base, c'est un terme militaire, affecter des citoyens à des postes militaires. Ou bien, un autre terme, faire appel à, mettre en action des personnes, des idées. Pour ce qui est de participer, il s'agit de s'associer, prendre part à quelque chose, participer à une manifestation par exemple. Ou bien, avec un aspect plus financier, payer sa part, cotiser, avoir part à quelque chose. Donc bien évidemment, sur le terme mobiliser, on n'était pas sur l'acception militaire, mais plus sur effectivement faire appel à donc, des personnes, mais ça pouvait être aussi des compétences, des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être, au même niveau que des idées. Et puis peut-être reprendre la question de l'habitant, comme on l'avait dit le matin même, du coup habitant au terme aussi, en termes aussi de voisins, et non forcément de public. Voilà, dans d'autres lieux, on peut parler de population, habitants, voilà, plutôt sur l'idée du voisinage. Alors, pour vous expliquer un petit peu comment on a conçu cet atelier, on a décidé de se répartir en petits groupes de travail, en donnant à chaque petit groupe une entrée particulière. Parce que quand on parle de projets qui appellent la mobilisation d'habitants, il y a 3 typologies de projets qui ont pu être identifiés, avec à chaque fois un niveau d'implication des habitants qui a été observé d'une façon un petit peu plus,
un peu différentes. Donc c'est ce qu'on a reprécisé aussi. Donc tout d'abord, une des premières acceptions, un premier niveau entre guillemets d'implication qui serait l'habitant ou l'habitante impliqué dans le processus de réalisation, c'est-à-dire un type de participation à une action culturelle ou artistique pour laquelle l'artiste ou l'opérateur culturel ou de collectivité a déjà une idée de la forme finale de ce qui va être demandé aux habitants. Un exemple, quand on fait participer des amateurs à un spectacle et que l'artiste attend de la part de ses spectateurs une participation sur une compétence particulière voilà, et une attendue particulière. Donc ce type de projet est avant tout porté dans la démarche artistique d'une compagnie ou d'un artiste qui choisit par nécessité ou non de faire appel à des personnes extérieures. Et dans ce cas-là, l'artiste reste totalement maître de sa création, de son sujet, de sa mise en scène et des conditions de participation des amateurs. Donc c'est un peu un premier degré d'implication de l'habitant sur lequel on voulait déjà créer une discussion. Ça a été un des groupes de travail. Alors, un second groupe a participé en gardant en tête des projets dans lesquels les habitants ont été non seulement impliqués, mais ont été intégrés dans le processus de création, c'est-à-dire qu'ils en ont été la matière. Type de participation qui implique dans sa réalisation la prise en compte de la dimension contextuelle et expérientielle, c'est-à-dire quand on parle du réel et non d'une forme prédéfinie, pour nourrir une création, et qu'un opérateur culturel choisit un artiste pour sa capacité à aller à la rencontre des habitants. Donc c'est un projet qui n'est pas figé, mais qui va s'adapter justement à ce qui se passe, aux personnes rencontrées, aux personnes impliquées. Du coup, là, par rapport au projet précédent, la posture est un petit peu différente, parce qu'il n'y a pas de prérequis. L'initiative et la conduite du projet restent entre les mains des artistes, mais ceux-ci modèlent leurs œuvres à partir des individus rencontrés qui trouvent leur place dans une création qui est là partagée. Et du coup, le troisième modèle qu'on avait identifié, c'était le modèle où les habitants ou les habitantes sont vraiment le fondement du processus de création, c'est-à-dire qu'on part plutôt de l'idée d'une mobilisation et pas forcément d'une forme finale qu'on va avoir en tête. Donc il y a peut-être potentiellement pas de finalité, mais c'est plutôt le mode participatif et de mobilisation qui est au cœur de ce processus. Donc c'est un type de participation qui implique un travail d'infusion territoriale, les projets culturels dont le point de départ est la participation d'un ensemble de personnes et non la création d'une œuvre artistique. Donc en fait, dans chaque groupe, on avait demandé aux personnes de se concentrer sur différents points. Donc comment concevoir pour chaque typologie de projet, comment est-ce que ça se conçoit en amont, par quelle méthode est-ce qu'on implique les habitants, de quels moyens est-ce qu'on peut disposer, quels sont les freins potentiels, quelles sont les recommandations qu'on peut se faire d'après nos expériences, etc. Et du coup, tout le monde a pu réfléchir à ça selon son entrée du coup, par typologie. L'idée était aussi de pouvoir extraire des sortes de bonnes pratiques, entre guillemets, sans que ce soit des recettes, et aussi les écueils que chacun a pu rencontrer dans ses expériences. Voilà. Alors la contrainte du modèle qu'on a posé sur la forme de l'atelier, ça a été que du coup déjà il y avait cette typologie qui était impliquée, qu'on voulait créer une circulation, mais qu'au final le temps étant court, on a dû s'adapter et changer de modèle. Adaptation, qui a été un mot qui est beaucoup revenu au cours de cette matinée, puisque du coup ça a été évoqué par une grande majorité, par les trois groupes comme un élément important dans le montage de projets participatifs. En tout cas, ce qu'on avait à cœur, en tout cas, c'était de considérer donc les habitants, leurs différents types d'implications, que ce soit des personnes avec une pratique, sans pratique, des personnes bénévoles, des passeurs, on parlait tout à l'heure de complices, enfin les différentes acceptations, les différents sens, les différentes casquettes qu'on peut donner aux gens ont été réfléchis par ce biais. Ce qui a été repéré en tout cas, c'est que dans ces projets, ce qui est recherché, c'est une forme d'équilibre aussi dans le choix de l'artiste qui, par essence, doit porter dans sa pratique une envie, une volonté d'aller à la rencontre et de faire avec les gens, aussi bien qu'une expertise des opérateurs culturels. On a eu beaucoup d'opérateurs, notamment des comités de communes aussi, des associations, qui doivent connaître les habitants, le territoire, pour pouvoir faire un projet avec l'adhésion des personnes
Sur cette question des habitants, la problématique qui est traversée par plusieurs des participants, c'était comment aller chercher ces habitants concrètement, en fait. Qui sont ces habitants? Est-ce qu'ils sont impliqués dans des projets associatifs? Et là, c'est plus simple, puisqu'on peut les identifier directement. Ou est-ce qu'on parle d'habitants qui sont, du coup, au sein des quartiers, un habitant lambda? Et dans ce cas-là, comment je fais impliquer un habitant lambda voilà, donc il y a eu plusieurs éléments de réponse, notamment, on va le dérouler en fait au fur et à mesure des étapes. Notamment quelque chose qui est revenu quand on a fait un retour tous ensemble, une question récurrente, ça a été celle de la temporalité, avec à chaque fois un besoin d'une temporalité longue qui a été identifiée pour permettre finalement une forme de complicité avec les habitants. De connaissance aussi de l'artiste des personnes. Donc ça, c'était un élément vraiment récurrent qui était venu. Et au-delà de la temporalité même du projet, tout son déroulé, il y a eu la question de la durabilité du projet, c'est-à-dire qu'est-ce qui peut rester du projet une fois que l'artiste est reparti finalement. Et souvent, ce qui a été soulevé aussi, c'est voilà, on a suscité par un premier projet, par exemple, qui a pu fonctionner ou non, en tout cas un éveil sur l'habitant, l'habitante, et comment continuer à allumer cette flamme en fait, voilà, à la fin de ce projet. Donc, quand on pensait à cette question, il y avait forcément le rôle du médiateur qui s'est présenté, médiateur que ce soit en amont du projet, après le projet, mais aussi tout le long du projet, qui sert de fil conducteur. Et c'est notamment par le biais d'une personne ou plusieurs personnes identifiées comme référents qu'en fait on peut aussi se tenir informé et c'est aussi par le biais de personnes comme ça, quand on sent qu'il y a tout un groupe de personnes qui ont été sollicitées et qu'il y a une espèce de terreau très fertile de gens qui ont envie. En fait, le fait d'avoir une personne référente a été aussi souligné comme quelque chose de très important, bien que la question du rôle de la médiation est freinée par le manque de moyens humains, de personnes médiateurs, et aussi, ce qui a été souligné, c'est que les personnes en charge de la médiation, souvent, sont polyvalents, que ce soit dans les communautés de communes ou autres. C'est aussi des personnes qui sont un petit peu sur de la communication, un petit peu sur de la médiation, et qu'en fait, des fois, ça se réduit un petit peu à peau de chagrin. En termes de moyens humains, il y a aussi la question des relais. Alors peut-être que le terme peut trouver d'autres formes, mais en tout cas relais, peut-être que on comprend déjà de quoi il s'agit. Il pouvait s'agir donc à la fois des relais auprès des élus, notamment, d'où cette proximité dont on parlait ce matin. Voilà, mais que ça pouvait être aussi les habitants eux-mêmes qui pouvaient se faire ambassadeurs, et ça reprend aussi un des éléments. Voilà, après les relais associatifs, tout ça, mais en tout cas l'idée de l'implication de l'habitant en tant qu'ambassadeur est une idée qui est beaucoup revenue aussi dans la matière. Le rôle des maires aussi a été discuté, notamment dans les petites communes, où il a été dit qu'en fait le maire, vraiment, quand il y a des petites communes, connaissent vraiment tout le monde. Ils peuvent servir de lien en fait, entre à la fois les artistes et les personnes qui arrivent. Alors, on s'est dit que finalement, quand on arrive sur des communes un petit peu plus importantes en taille, c'est des choses qui trouvent des limites très vite. Et également, il faut le dire quand même, des fois sur des petites communes, c'est aussi des questions de personnalité, de maire. C'est quelque chose qui a ses limites, mais qui peut, quand ça s'y prête, fonctionner très bien. Ensuite, la question du lieu a été soulevée. Du coup, pour, en tout cas, pas des recettes, mais des bonnes pratiques qui ont été données en exemple, c'était lorsque les artistes pouvaient être habiter directement dans les quartiers dans lesquels ils allaient mobiliser les habitants. Notamment parce que c'était dans des espaces de la vie du quotidien que la rencontre pouvait se faire avec l'habitant lambda, que ça soit le marché, que ça soit une barre d'immeuble, que ça soit dans un rapport de voisinage direct de la vie de tous les jours. Ouais, c'est aussi quand l'artiste n'a plus seulement cette étiquette d'artiste,
mais arrive à devenir le voisin. En fait, on discute avec lui, on s'aperçoit que finalement il est comme nous, que finalement il y a un rapport qui se déplace un tout petit peu par rapport à quelqu'un qui propose quelque chose, quelqu'un qui répond. Et que on se disait, on parlait des lieux de rencontre, le marché par exemple, il peut se passer aussi des événements dans des lieux qui sont communs à tout le monde, qui sont quotidiens et qui ne sont plus des lieux de culture. En fait, on se dit la place de l'artiste, c'est aussi la question des lieux de la culture où on observe dans les projets qu'il y a une grande perméabilité. On n'est pas sur un modèle où les gens doivent se rendre dans une école de musique par exemple. Mais qu'en fait la culture est infusée dans tous les domaines de la vie, on le reliait pas mal à cette question de voisin, de voisinage, quoi, où elle est présente un petit peu partout et la présence de l'artiste déclenche un projet, mais que finalement il n'y a pas cette étiquette, je ne sais pas si je suis très claire, il n'y a pas cette étiquette de culture sur tout ce qu'on fait en fait. Il y a une porosité avec tout ce qu'on peut vivre, le territoire, etc. Et enfin, on s'est attaché, des groupes de parole sur la question des méthodes, c'est-à-dire comment procéder, comment faire au moment du processus des projets. Il y a un mot qui est revenu, donc l'adaptabilité dont je parlais tout à l'heure, et une personne a aussi parlé d'agilité, qui était une condition sine qua non, condition indispensable des opérateurs de ces projets dans la mise en place de ces projets, et l'écoute aussi, être à l'écoute. Il y a aussi quelqu'un qui a évoqué la question que des fois le faire plus que le convaincre était important aussi, c'est-à-dire que montrer par l'expérience directement la présence artistique plutôt que d'essayer de convaincre en amont, parce que des fois ça peut prendre beaucoup de temps, qu'on utilise beaucoup de jargon et que finalement tant qu'on n'a pas vu, qu'on n'a pas fait, ça n'a pas la visibilité. Voilà, donc l'importance du faire. Et puis du pragmatisme, où on est on a parfois face à soi des personnes qui ne sont pas du tout dans l'écoute de longs discours, mais voilà, qui ont besoin de choses pragmatiques et ça allait aussi avec le fait que plusieurs expériences ont montré que la communication sous des formes papier ou traditionnelles avait des effets limités dans les projets de mobilisation et de participation des publics, d'où l'importance de trouver d'autres moyens et que le faire, l'agir, en était un. On a eu aussi un exemple parmi les méthodes, entre guillemets, pour rencontrer les gens, il y avait du coup ce qu'on avait pu évoquer ce matin, une grande place laissée à la convivialité, où en fait, quand on organise un événement, c'est pas seulement pour à nouveau faire de la culture, entre guillemets, mais c'est aussi pour créer un lien social, un espace de rencontre. Et on avait eu l'exemple d'une personne qui accompagnait un artiste pour récolter des témoignages dans le cadre d'un spectacle. Donc en amont, avait été organisé beaucoup de rencontres où en fait les personnes ramenaient à manger. Et finalement, oui, on discute, il y a des témoignages qui sont échangés, mais ça se fait de façon naturelle et ça se fait dans un contexte aussi où on se rencontre, quoi, de convivialité. Et ça s'appelait projet de papotage, ou je ne sais plus exactement. Mais salade et papotage. Et enfin, des derniers points, alors on a peut-être oublié des choses, on va revérifier, mais l'idée, d'une manière de faire qui serait l'idée de transformer la contrainte en opportunité. Donc c'est une personne qui disait ça, c'est une manière de faire que beaucoup d'artistes partagent, parce qu'on part souvent de contraintes pour créer, mais qu'il fallait que ça soit aussi une manière de faire que les opérateurs et les partenaires des projets de mobilisation puissent investir et s'accaparer. On a certainement oublié des choses. Merci. Ah oui, juste un aspect peut-être qui me semblait intéressant d'une personne, qui évoquait juste les freins du coup liés au milieu rural dans la mobilisation, qui était la question de l'autocensure que pouvaient se mettre les habitants qui pensent ne pas avoir le droit d'investir des lieux culturels et donc d'investir aussi des projets artistiques et des formes de complexes. Voilà. Et le dernier point peut-être qu'on n'a pas retravaillé, mais qui était la question de l'évaluation de l'impact, qui boucle la boucle, de comment penser l'évaluation de ces projets de mobilisation, ce qui paraît toujours très compliqué, c'est de manière globale sur les projets artistiques, mais là encore plus sur les projets de mobilisation. On n'avait pas encore de moyens
si ce n'est quantitatif, mais plutôt qualitatif, de pouvoir évaluer ces projets. Et une personne, enfin voilà, on a beaucoup parlé, pour conclure, de l'impact social qu'il fallait pouvoir mesurer de ce type de projet, notamment dans le temps, notamment pouvoir formuler une évaluation sur le long cours aussi. Merci beaucoup. Ce compte rendu extrêmement complet, c'est vrai que l'atelier avait l'air extrêmement riche. Est-ce que par rapport aux gens qui ont participé à l'atelier, est-ce qu'il y aurait eu, d'après vous, un oubli, un ajout, une incompréhension peut-être on ne va pas rentrer dans le débat tout de suite, effectivement. Marc. Sur l'éducation. Marc Goujard, Fédération des écomusées et musées de société, et aussi Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. À ce titre, sur la mesure de l'impact social, aujourd'hui, on y travaille. Et on va outiller l'ensemble des acteurs de l'économie sociale et solidaire des outils qui dépassent simplement les mesures quantitatives. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse être en capacité demain de mesurer en quoi les démarches culturelles, les engagements culturels que produisent les démarches participatives produisent comme effet sur la société. Alors c'est à la fois de la sociologie, c'est de la psychosociologie, c'est effectivement des indicateurs qui sont peut-être un peu différents des indicateurs quantitatifs, mais c'est déterminant. Et à partir de 2019, nous aurons en région de France un certain nombre d'opérateurs qui seront en capacité, dans le champ culturel, dans le champ social, dans le champ environnemental, de mesurer ça. Deuxième chose, on l'a abordé dans notre commission de travail, ça a été évoqué, mais peut-être pas suffisamment de façon pointue, c'est le fait que l'action culturelle, conduite par des associations, par des acteurs, elle évite les graves ruptures de notre société d'aujourd'hui, notamment par rapport à la montée du populisme, par rapport au fait de mieux vivre ensemble, que ces choses-là sont absolument déterminantes. Enfin, troisième chose qui n'a pas été abordée, mais que je questionne peut-être pour une prochaine rencontre culturelle, c'est en quoi une démarche participative est capable d'influencer un projet culturel ou scientifique associatif ou un projet de développement culturel d'un territoire. Pas de précision ou questions par rapport au rendu de l'atelier. On peut passer à l'atelier suivant. C'est l'atelier sur la coopération, puisque la coopération est un des éléments. C'est ça ? Oui, c'était sur les coopérations entre acteurs sur les territoires. C'est un atelier qui était animé par Vera Bezonov de la Fédélima qui a dû nous quitter et par Rémi Giachetti qui est à ma droite qui va faire la restitution avec moi. La première... Je précise simplement, Francine faisait partie de l'atelier voilà. et a voulu avec moi partager ça avec vous. Alors, donc on s'y est pris comme ça, on était 27 dans cet atelier. C'était bien, ça se divisait exactement par 3. On a commencé par faire un petit brainstorming sur qu'est-ce que c'est que coopérer. Ensuite, on s'est divisé en 3 ateliers, donc de 7 personnes, si vous avez bien suivi, qui devaient les 3 travailler sur quels étaient les enjeux de la coopération, les freins et les leviers. Donc, je vais vous présenter les enjeux, c'est toi, je ne sais plus. Les enjeux, c'est Rémi qui va vous le présenter. Puis moi, je vous parlerai des freins. Et Rémi conclura sur les leviers. Très rapidement, ce qui est sorti de ce brainstorming initial, il y a eu d'abord un mot qui a été inventé lors de cet atelier, qui était le mot intercuriosité, et qui résume bien tout ce qu'on s'est dit, me semble-t-il. Un petit débat très pacifique, je vous rassure, a été fait entre le mot collaboration et le mot coopération. Et quelle définition on pouvait donner à ces 2 mots. On est tous tombés d'accord, je pense, sur le fait qu'il n'y a pas de hiérarchie entre collaboration et coopération,
que ce sont deux choses qui sont différentes mais qui parfois peuvent se recouper, que la coopération sera plutôt sur du long terme, impliquera peut-être plus une gouvernance partagée, une horizontalité dans les décisions et dans les façons de faire, alors que la collaboration sera plus quantifiable dans une évaluation, dont vous parliez, monsieur, à l'instant, et se fera peut-être plus au coup par coup sur un projet. Tout ça étant, la façon dont je vous le restitue est assez caricaturelle, car l'échange a été beaucoup plus riche que ça. Donc là, je vais maintenant laisser la parole à Rémi sur les enjeux. Donc en termes d'enjeux, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont ressorties, et avec Francine, on a essayé de faire un travail qui sera sûrement décevant pour ceux qui ont participé, parce que forcément on a dû regrouper des choses, et voilà, qui dit regrouper dit forcément recouper, comme on dit. Donc un des éléments qui nous paraissait important dans ce qui a été dit, c'était l'envie ou l'objectif de faire autrement, que le fait de coopérer, ça permet de faire autrement, ça permet de faire aussi, en accroissant la chance de réussir des projets, de le faire ensemble. Ça permet aussi parfois de faire émerger des nouveaux projets, d'innover, de semer des graines, l'expression a été utilisée. C'est aussi une manière de faire société, de trouver un socle commun qui nous réunisse tous, qui nous réussisse tous aussi. Donc c'est une manière de faire société, ce qui est assez important. C'est aussi une manière de travailler sur une intelligence collective. Comment ensemble, en apportant des points de vue différents, mais aussi des expériences différentes, on arrive à être plus intelligent. Ensemble, on fait plus de choses. C'est aussi une manière, grâce à la coopération, de mettre en valeur un territoire, ou en tout cas de réfléchir à l'échelle d'un territoire et non plus uniquement d'un endroit très ciblé ou d'un secteur très ciblé, mais de manière beaucoup plus large. Et donc forcément de produire des choses beaucoup plus visibles, beaucoup plus impactantes. C'est la question aussi de la solidité dans le sens de la durabilité. Des projets qui sont portés collectivement sont peut-être plus durables, sont peut-être plus pérennes à travers les années et à travers le temps et les projets. C'est aussi une manière de travailler plus en relation étroite avec le territoire. Forcément, quand on est seul, on n'a pas forcément une vision de tout ce qui se passe partout sur un territoire, on n'a pas forcément une lisibilité parfaite de tout ce qui existe. Donc le fait d'être ensemble, forcément, ça crée une meilleure lecture de ce qui existe et des besoins, des manques, des envies. Il y a une notion dans la coopération qui nous paraissait importante, qui va pas forcément de soi, mais qui est quand même assez primordiale, c'est la question de la solidarité. Comment le fait de coopérer ensemble, c'est aussi être solidaires les uns des autres, c'est prendre des risques ensemble, c'est s'entraider en cas de besoin. Et aussi au niveau de l'individu, là pour le coup, on a aussi exprimé le fait que le fait de coopérer ensemble, c'est aussi une manière de s'émanciper et de sortir de notre cadre habituel, donc de travailler sur l'émancipation de l'individu. Voilà en termes d'enjeux. Alors, sur les freins, maintenant, donc ce qui peut empêcher ces coopérations, on a parlé de la précarité. Alors, de la même façon, là je vais vraiment être très synthétique, tout ça a été très riche, on a essayé avec Rémi, quand on a fait la synthèse, de sortir vraiment les points les plus importants. Donc il y a eu cette idée de la précarité des intervenants, du manque de trésorerie, du manque de moyens, qui pouvait aussi impliquer une fragilité. Je vais essayer de me relire, c'est pas toujours simple ça. Le fait qu'il n'y ait pas de mutualisation des risques, qui pouvait impliquer aussi cette fragilité. Le fait qu'il y ait une segmentation, un cloisonnement, et que segmentation et cloisonnement dans les politiques publiques, excusez-moi. Par exemple, le fait que, par exemple, on ait un projet très transversal, on ne sait pas à quelle porte frapper auprès des financeurs, on ne sait pas si c'est la porte culture, ou plus environnement, ou agriculture, même si tout le monde, on s'est quand même accordé sur le fait que ces cloisonnements étaient en train de tomber. La différence dans les rythmes des différents acteurs pouvait aussi être un frein à la coopération et au projet coopératif.
le fait d'avoir des valeurs qui ne sont pas partagées ou de ne pas partager des valeurs, les valeurs qui pourraient être la démocratie, les objets de la coopération aussi, quand les objets de la coopération ne sont pas partagés. Un autre frein qui est particulièrement important en milieu rural va être le fait des mobilités physiques, mais aussi des mobilités intellectuelles, qui celui-ci se retrouvera autant en ruralité que dans les villes. Le fait qui a été souligné tout à l'heure de ne pas s'autoriser peut-être dans les deux sens, dans ceux qui proposent le projet et ceux qui, je ne vais pas dire qu'ils le reçoivent, mais les bénéficiaires d'un projet de coopération. Je me mélange un peu les pinceaux, excusez-moi. Et le plus important dans ces freins, c'est que la coopération soit contrainte et soit imposée d'une façon ou d'une autre pour des nécessités, pour une nécessité ou une autre, donc qu'on oblige cette coopération. Là, on pense que ça ne marchera pas. Voilà. Juste pour préciser un petit peu sur la question, c'est vrai que c'était un débat qui nous a pris un petit peu de temps sur la question du cloisonnement dans les politiques publiques. C'est vrai qu'il y avait un débat que ça pouvait être parfois un frein, mais aussi une aide, parce qu'il y a quand même un certain nombre de collectivités ou de financeurs qui, de plus en plus, incitent à la coopération et au décloisonnement. Donc c'est vrai que c'est à la fois un frein et un levier. Et en même temps, il y avait par contre, oui, un des débats aussi, c'était que parfois c'était pas forcément la politique publique en elle-même qui était cloisonnée, mais plutôt la manière dont ça se transformait ensuite de manière administrative dans les services, etc. Donc pour la question des leviers, un des éléments, il y a vraiment deux éléments assez forts qui rejoignent beaucoup l'atelier sur la mobilisation des publics. Le premier, c'est la question du temps. Le fait de prendre le temps, d'apprendre à se connaître, d'apprendre à partager le même langage, à avoir aussi à se rencontrer de manière hasardeuse au détour d'un projet ou d'une rencontre, peu importe. Vraiment ce temps qui permet aussi donc la connaissance des autres, mais aussi la confiance et la connivence. Le terme de connivence a été aussi abordé. Le droit de se tromper et donc forcément de recommencer et de réessayer. Donc ça aussi, ça prend du temps. Et le deuxième élément que vous avez aussi pas mal évoqué, la question de la convivialité, ou en tout cas du plaisir à être ensemble. Il nous a paru essentiel que pour coopérer, il faut aussi avoir envie d'être avec les gens et de parler avec eux et de faire des choses avec eux. Et dans cette question de la convivialité, il y avait des éléments qui ont été évoqués comme la bienveillance. Enfin voilà, tout simplement pour pouvoir travailler ensemble, il faut aussi être bienveillant les uns envers les autres. La question de la modestie ou plutôt de la simplicité en tout cas dans l'échange et dans la discussion. Donc ensuite, on a évoqué un autre levier qui peut être celui de la transversalité, le fait de ne pas être par secteur, mais aussi de travailler avec des gens qui ne partagent pas le même métier, qui ne partagent pas les mêmes réalités quotidiennes. Le fait de travailler sur un diagnostic ou en tout cas une connaissance approfondie de son territoire, ça nous paraissait aussi un moyen de faciliter la coopération. Voilà, je peux tromper la feuille. Ensuite, donc on l'avait évoqué comme étant un frein, mais aussi un levier de certains dispositifs de financement qui favorisaient la coopération, tout en veillant à ce que ce ne soit pas une contrainte, mais bien une envie de chacun. Un élément qui était important aussi, c'était la question de la transmission, du transfert d'expérience, d'informations, enfin voilà, vraiment l'échange qui permet de faire en sorte que les gens ont envie de coopérer et de faire des choses mieux ensemble. Il y a eu aussi tout un élément sur l'implication des gens, donc qu'ils soient bénévoles, habitants, dans des projets coopératifs ou dans des coopérations en tout cas. On a sorti exactement les mêmes mots que le groupe sur la mobilisation, l'habitant en tant qu'ambassadeur, en tant que passeur. Enfin voilà, c'était important pour nous. Et là, il y a un mot que je n'arrive pas à lire. Ouais, non, oui, c'est ça. Non, mais c'était en dessous. Ok, et oui. Et effectivement, un élément qui pouvait être aussi moteur et levier de la coopération, c'était la nécessité, le fait que effectivement les acteurs dans un territoire, au bout d'un moment, ils sentent qu'ils ont besoin de travailler ensemble. Et ça, c'est aussi parfois un levier à la coopération. On a juste terminé l'atelier sur la question des ressources qui nous paraissaient importantes, qui pouvaient permettre de faciliter la coopération,
à travers l'implication dans des réseaux locaux qui peuvent être culturels, mais aussi de l'ordre de l'ESS ou de l'insertion, de la culture, enfin voilà, tous les réseaux qui existent, que ce soit au niveau local, régional, national, et aussi des lieux ressources qui peuvent aider à ça. Voilà. Merci à tous les deux pour ce brillant retour. On n'a pas beaucoup de temps, mais est-ce qu'il y a vraiment une chose qui vous semblerait avoir été oubliée, que vous voudriez dire brièvement maintenant? Vous avez été parfait. On passe au troisième atelier sur la question des artistes entre implantation et itinérance dans les territoires. Merci Vincent. J'étais avec Vincent justement sur la co-animation de cet atelier et Barbara qui était présente pour cet atelier m'accompagne justement sur ce temps de restitution et c'est Lucie qui a pris toutes les mains. Et donc tu compléteras le cas échéant. Dans notre atelier, nous avions différents types d'acteurs qui étaient présents et nous avons justement amené justement au croisement des points de vue, des postures et des positions. Donc à la fois au travers de présence d'artistes situés à la fois en milieu rural, mais aussi travaillant en milieu rural, donc pas exclusivement résidents en milieu rural, ou des équipes artistiques bien évidemment, des structures culturelles, des opérateurs culturels, et enfin des collectivités territoriales, pour la plupart principalement des communautés de communes, comme Barbara, qui est rattachée à la communauté de communes Pays d'Opale. Donc nous sommes partis justement des expériences qui nous ont été témoignées sur justement l'entrée territoriale en milieu rural. J'ai essayé, pour en tout cas les participants, vous verrez, j'ai essayé de structurer un petit peu ce qui a été dit, de les classer et d'en relever dans un premier temps donc, des leviers, et ensuite je ferai les constats des écueils qui ont été soulevés. Donc ce qui a été soulevé donc, pour les leviers, donc, on a effectivement pour l'artiste le fait que l'environnement rural est un environnement qui est source d'inspiration. À la fois sur l'environnement social, écologique, qui est vraiment un terreau favorable à la création, que la diversité d'intérêts autour de l'inscription d'un projet artistique a été soulevée, qu'il y a un véritable souci d'appartenance commun sur certaines pratiques, à la fois sur une ouverture. Alors là on retrouve effectivement différents enjeux qui ont été déjà soulevés, l'ouverture, la réciprocité qui est favorisée, un partage équilibré, une véritable richesse des rencontres aussi qui a été pointée, un rapport au temps aussi qui est singulier par rapport justement toujours à ce versus ville et milieu urbain, milieu rural. Ce qui nous amène aussi avec une proximité avec les habitants qui peuvent devenir publics, ou autres, donc c'est ce qui a été pointé en tout cas au niveau du premier atelier, avec plus de simplicité dans les rapports qui amène aussi plus de plaisir. Cette confiance renforce justement les passerelles, la mise en réseau des acteurs sur un territoire, qui peuvent être aussi bien très formelles que complètement informelles, comme avec par exemple la question du bouche à oreille. Ce qui a été aussi précisé, c'est qu'il y a aussi une offre qui est plus réduite en milieu rural, mais qui devient aussi plus précieuse au regard d'un environnement urbain où l'attitude est plus à la consommation en fait. Enfin, au niveau des leviers, il a été aussi pointé que financièrement, il se peut que le milieu rural sera potentiellement, prochainement, le seul espace accessible pour les jeunes artistes. Au niveau des écueils, il a été soulevé donc, le fait qu'il y ait une souffrance, la souffrance d'une image négative en tout cas de ce territoire,
qui est plutôt, en tout cas, considéré par les personnes qui étaient présentes au sein de l'atelier comme un a priori. Aussi, il y a une pénalité sur l'éloignement qui a été soulevée. On reviendra peut-être sur la question de l'éloignement. Que le long terme n'est pas toujours pensé, en tout cas dans la mise en œuvre des projets. Donc comment pérenniser, comment penser durable. Et justement ça amène à poser une réflexion qui est celle des attentes qui sont quand même assez différentes entre les différents acteurs qui développent un projet. Et que le fonctionnement de l'administration, de façon générale, peut être aussi un frein à la création. Enfin, il a été aussi pointé que l'appropriation par la politique régionale est souvent beaucoup plus rapide qu'en local, sur la dimension culturelle, bien évidemment, et artistique. Merci Barbara. Donc au niveau des prérequis qui ont été soulevés en conclusion, il a été donc précisé qu'il ne faut pas forcément plaquer des représentations sur la diversité des territoires qui sont les nôtres. Alors tout à l'heure vous avez inventé un mot, mais aussi on a inventé en fait une action donc, qui est celle de s'accompagner. En se retrouvant justement sur un espace, des espaces communs, tout en ayant justement des problématiques singulières. Il y a une question à laquelle nous pourrions tous répondre, qui est une citation de Pierre-Luc Bozin, qui a été... Bonin, excusez-moi, qui est « Quelle aventure on a à partager ensemble ?» Cela entre en résonance directe avec les droits culturels qui sont inscrits aujourd'hui dans les lois françaises, à savoir la loi NOTRe et la loi LCAP, Liberté, Création d'architecture et du patrimoine. Justement aussi nous sommes donc dans une grande période de mutation actuellement, où la mise en commun est justement facilitée et qui renforce d'autant plus l'expérimentation et le changement de mentalité. Que l'on ne peut tout simplement pas tout inscrire dans des cadres, que l'artiste, la création artistique font l'objet justement d'un rapport sensible à mesurer plus dans le temps de la mise en œuvre que dans l'élaboration des projets. Qu'il est proposé justement aussi de ne pas suivre les schémas classiques de l'écosystème institutionnel, qui sont habituellement posés, mais de revoir la place de l'habitant, de l'artiste, de la structure culturelle, de la collectivité, et d'en favoriser justement des expérimentations. Justement, on a aussi évoqué, alors je vais juste, vous l'avez très très bien développé, la question du faire, donc je ne vais pas revenir dessus. Aussi, d'un point de vue très pragmatique, de co-construire en tout cas le cahier des charges des projets artistiques et culturels, et qu'il soit aussi compris par tous. Il a aussi été précisé qu'il serait souhaitable de diversifier les financements, de considérer aussi la grande agilité des acteurs tels que nous le sommes, et aussi il a été proposé aussi le terme de couteau suisse. Et je finirai aussi par le fait qu'au regard de ce que nous vivons aujourd'hui, de l'actualité brûlante, je conclurai justement sur le besoin d'humilité, de la parole ouverte qui est aujourd'hui favorisée dans la question de l'utilité sociale par la présence indispensable d'une vie associative. Voilà. J'ajouterais, du coup, l'atelier a été très riche en échanges. Simplement dire, on a pris le point de vue de l'artiste qui est implanté sur le territoire, qui est donc citoyen. On a pris le lieu de la lecture publique, la médiathèque, qui est le premier échelon entre l'artiste et le public aussi parfois. On a pris, c'est la diffusion, c'est-à-dire qu'une programmation qui arrive, qui joue, qui s'en va, et donc là,
il n'y a pas de lien. On a essayé d'aborder l'artiste en résidence qui vient pour une résidence mission, une résidence de création. On a essayé vraiment d'aborder toutes les approches pour les regrouper. Ce qui est amusant, c'est qu'on voit qu'en fait les trois sont vraiment intrinsèquement liés. Et de dire aussi que du coup le citoyen, l'artiste qui vit dans le territoire, c'est une question d'économie également pour lui. Donc on a apporté le soutien des collectivités territoriales. On a apporté aussi le soutien du financement privé. Et que aussi on s'est dit qu'à un moment donné, il faudrait trouver une économie alternative. Et c'est là où on a parlé des communs. Et peut-être se dire que dans un projet de territoire, c'est the commons, non, de dire que c'est peut-être là une nouvelle économie. Et du coup, le monde rural, on peut être un beau tremplin. Dire aussi que ça m'a échappé, c'est pas grave. Voilà, on a essayé vraiment d'aborder tous les aspects. Et que chacun, en fait, on a notre rôle pour accompagner la création artistique et culturelle. Voilà. Merci beaucoup à toutes les deux, et particulièrement aux personnes qui n'étaient pas au départ désignées pour Barbara et Francine, qui n'étaient pas désignées pour être rapporteurs. C'est ça aussi la coopération, hein, sur le tas, et l'agilité aussi. Est-ce qu'il y a une question par rapport à ce dernier atelier qui... Et j'ai oublié de dire quelque chose, c'est ça, c'est mes revenus. Voilà. Simplement de dire, à la fin, on s'est dit également que peut-être, comme on a parlé sur la synthèse de ce matin, sur un projet culturel de territoire ou un projet de territoire, en fait, il se fait ensemble, c'est-à-dire avec les artistes implantés, qui sont aussi citoyens, les acteurs culturels, le monde associatif qui est vraiment un maillon, les élus, les collectivités territoriales, les techniciens et le monde de l'entreprise. Et si on arrive à mettre tout ce monde-là autour d'une table, du coup, le cahier des charges, comme on a parlé, en parlant le même langage, utiliser les mêmes noms, le même lexique, ça peut arriver à quelque chose de très soudé sur un territoire. Et cette force-là, on peut peut-être l'avoir en milieu rural. Voilà, on avait dit ça aussi. Je voudrais juste rajouter de façon très brève, mais parce que ça me semble être une problématique qui n'est pas trop pensée jusqu'ici, c'est la question de l'équilibre du lien et du partage entre l'artiste qui est implanté localement, durablement, et l'artiste qui vient de l'extérieur et pour un temps donné. Et je trouve que ça, c'est encore pas du tout suffisamment pensé. Voilà. Et en termes aussi de générosité et de partage commun. Bien, merci. Alors vous retrouverez, on va faire l'effort de rédiger des comptes rendus des ateliers que vous pourrez retrouver sur le site internet de la Chambre d'eau, mais qu'on partagera aussi sur les différentes plateformes, ainsi que les retranscriptions vidéo des plénières et des temps de table ronde. Voilà. Ben, je vous invite sans plus attendre à passer à la deuxième table ronde qui, elle, va clôturer, merci à vous, va clôturer notre journée.